Alors bonsoir Olivier Guèze. Je suis ravi de vous recevoir ce soir. On vous connaît tous pour notamment le prix Renaudot en 2017, la disparition de Joseph Mengele, qui était toujours chez Grasset. Mais ce soir, nous avons la chance de vous recevoir pour un ouvrage collectif sous votre direction, Le Grand Tour, où vous avez donc réuni 27 écrivains issus des 27 États membres. On parlera évidemment tout à l'heure longuement sur cette question européenne. Mais avant cela, pouvez-vous déjà nous raconter le cheminement de votre initiative qui, on le rappelle, était antérieure à la guerre qui sévit actuellement en Ukraine. Et ça vaut le coup d'être dit également. L'ouvrage n'est pas en rapport direct avec la guerre en Ukraine, mais au contraire, vous l'aviez déjà pensé, imaginé avant, vous aviez déjà anticipé certaines choses au travers des auteurs que vous avez réunis. Anticiper, je ne sais pas. Bonsoir à tous. Moi, je dirais même pas que je suis un Européen convaincu, je dirais que je suis européen et que depuis très très longtemps, je déplore, je regrette l'absence d'un pilier culturel au sein des institutions européennes. Il y a toutes sortes de programmes culturels européens, de financement, d'aide à la traduction, de diffusion, mais l'Union européenne, donc les États membres, n'ont jamais vraiment voulu se saisir de cette question culturelle. La culture européenne n'a pas été définie, l'héritage européen n'a pas été défini, il n'y a pas de transmission de ce patrimoine européen, de cette histoire européenne. Et donc, il y a à peu près un an et demi, à l'automne 2020, je me suis dit qu'il y avait peut-être un coup à jouer avec la présidence française de l'Union européenne, qui a débuté en janvier, pour justement un petit peu travailler sur la culture européenne, puisque c'était l'un des axes du discours de la Sorbonne du président Macron au début de son quinquennat. Et donc, je suis allé les voir, je suis allé voir le secrétariat d'État aux affaires européennes avec en tête l'organisation d'un grand congrès de la culture européenne. Quelque chose qui brasserait et des écrivains, et des peintres, et des photographes, et des gens de théâtre, et des gens de cinéma, des gens qui ne se rencontrent jamais, en fait, puisque c'est très sectorisé. Il y a des festivals pour tout, mais on ne se rencontre jamais. Avec un peu en tête le modèle des grands congrès antifascistes des années 30 ou du congrès de La Haye à la fin des années 40, qui avait posé un peu les bases de l'aventure européenne à venir. Eux avaient en tête un objet qui resterait, qui perdurerait au-delà d'une présidence européenne qui est toujours courte, de 6 mois seulement, pardon. Et donc, je suis parti sur cette idée de livre et je leur ai proposé ce concept, en fait, de demander à 27 auteurs de raconter un lieu. Alors, au départ, moi, j'avais pensé éventuellement à les envoyer dans un autre pays, avec une espèce de tirage au sort comme à la Ligue des Champions. En fait, un petit peu, vous prenez une boule, vous envoyez le Slovaque à Malte, le Maltais en Suède, etc., etc. Enfin, c'était très compliqué à organiser, c'était très cher. Et puis, les contributions n'auraient pas nécessairement été intéressantes. Lorsque vous découvrez un pays, vous avez 3-4 jours, vous n'écrivez pas toujours des choses fondamentalement passionnantes. Bref, on s'est replié vers une solution beaucoup plus sage, à savoir demander aux écrivains d'écrire sur un lieu, chez eux, qui évoque la culture et l'histoire européenne. Pour le reste, ils étaient totalement libres, ils avaient carte blanche. Et moi, je leur avais demandé une contribution pas trop longue, puisqu'il y a 27 auteurs, entre 10 et 20 000 signes, et la plupart ne l'ont pas respecté d'ailleurs. J'ai dû couper. J'ai dû faire pour la première fois un vrai métier d'éditeur. Donc c'est comme ça que ce projet a été lancé. Alors, avant de parler du recueil, vous avez un rapport particulier à l'Europe, puisque vous êtes né à Strasbourg, vous avez vécu dans différentes villes européennes. Mais comment s'est construit réellement votre européanisme, et pas forcément de termes particuliers pour décrire cela, mais comment vous vous êtes construit en tant qu'Européen dans un pays, la France, où la notion européenne a quand même beaucoup de mal à passer, on a beaucoup de mal à l'identifier en tant que tel. Ben, vous l'avez dit, je suis né à Strasbourg au milieu des années 70. J'ai grandi chez mes grands-parents maternels qui vivaient en face du Conseil de l'Europe. Et donc, quand je mettais le nez à la fenêtre, je voyais des drapeaux européens. Ensuite, bon, j'ai passé mon enfance, c'était les années 80. Et les années 80, ça a sans doute été la décennie miraculeuse de l'aventure européenne, avec des programmes, des projets, et puis un enthousiasme. C'est-à-dire que l'Europe se vivait au quotidien à Strasbourg, qui est, comme tout le monde le sait, vraiment à la frontière. Hein. Le Rhin, l'Allemagne, pour moi, c'était le quartier d'à côté. Donc, il y avait cette omniprésence, avec donc une culture à la fois allemande, une culture française, une culture alsacienne qui est encore différente. Moi, de par mes origines, mon père vient d'Afrique du Nord. Donc, il y avait une culture méditerranéenne, une culture juive aussi à la maison. Donc, il y avait un brassage de cultures, quelque chose de très européen.
Et puis, donc à la fin des années 80, cet événement mémorable et miraculeux qu'est la chute du mur de Berlin. Et donc, quand vous avez 15-16 ans, eh bien, l'idée de pouvoir se balader tout d'un coup à Prague, à Budapest, à Varsovie, dans un continent qui était encore un demi-continent qui était très mystérieux, qui était totalement fermé quasiment pendant 45 ans. Tous ces facteurs ont fait de moi un Européen, un véritable Européen. Et puis, comme vous l'avez dit, après, j'ai vécu à droite à gauche, j'ai étudié en Angleterre, j'ai étudié en Belgique, j'ai vécu en Belgique, j'ai vécu longtemps à Berlin. Là, je vous parle, je vis à Rome désormais, j'ai beaucoup voyagé. En Europe, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai une relation charnelle à ce continent européen. J'ai aimé en Europe. Je dirais que comme écrivain, mon espace d'appropriation est vraiment continental. Je me sens aussi bien à Berlin, à Stockholm qu'à Rome ou à Paris. Et je ne vois aucune antinomie entre le fait d'être français et le fait de se sentir européen. Et de se sentir français par ailleurs, mais il n'y a pas de... Disons, je considère la France comme une province de l'Europe, ce qui est le cas. Comment vous expliquez alors que, justement, en tant que Français, et on prend ce pays en matière de référence, puisqu'on est quand même un des pays qui est au cœur de l'Europe, du projet européen, comment vous expliquez que cette appartenance-là, cette identité européenne-là, on ne la décrète pas en tant que patriote? On a ce sentiment national la plupart du temps, quoique parfois c'est discutable. Mais ce sentiment européen de patriotisme, en France, on a du mal à imaginer, par exemple, dans une manifestation, des drapeaux européens brandis. Comment vous expliquez cela? Je pense qu'il y a plusieurs explications. La première, c'est que enfin, la première, c'est pas dans l'ordre, hein, mais on peut réfléchir ensemble. L'expansion française, c'est l'Empire, et donc est plutôt tournée vers l'Afrique du Nord, l'Afrique noire, l'Asie, l'Indochine. C'est-à-dire que la France ne s'est pas tournée vers l'Europe, historiquement. Et que finalement, on a des relations privilégiées avec beaucoup de nos ex-colonies. Je pense que ça, c'est un des axes de réflexion. Je pense deuxièmement que, au fond, le cœur de l'Europe, c'est le grand espace germanique. Je ne dis pas allemand, germanique. C'est-à-dire c'est un espace énorme qui va de la Scandinavie au nord de l'Italie, de l'Alsace à l'ouest de l'Ukraine, en fait. Et donc tout cet espace-là est un espace de culture, de civilisation germanique, même s'il y a plein d'autres éléments. Et donc, la France, le Rhin a vraiment constitué, et même quelquefois les Vosges, hein, constitué une espèce de frontière naturelle. Je pense que les Français ou la France a une histoire évidemment immense, très riche, avec une tradition de grandeur, et qu'au fond, lorsque c'était la petite Europe d'avant la chute du mur, quelque part la France était vraiment la puissance principale. C'est-à-dire que l'Allemagne était coupée en deux, l'Allemagne était traumatisée par la guerre, donc c'est rapidement redevenu un géant économique, mais c'était un nain politique. Et quelque part, ça arrangeait bien les Français d'avoir cette division allemande, puisque la France dominait l'ensemble. À partir du moment où l'Allemagne s'est réunifiée et que l'Union européenne s'est élargie, l'Allemagne est vraiment redevenue au centre du projet européen, même géographiquement, hein, d'un point de vue démographique, très naturellement. Ce qui fait que les Français ont peut-être moins regardé vers cette Europe qui, à partir de ce moment-là, ne pouvait pas devenir une France en grand. Parce que quelque part, ça a été ça pendant longtemps, le projet français pour l'Europe. Bon, il n'y avait plus d'empire, mais on allait projeter nos rêves, nos ambitions, notre volonté sur un continent européen que la France dominait d'une certaine manière jusqu'en 89. Ça, ce sont des éléments de réflexion. On va partir, on va revenir évidemment sur le livre, on va essayer de faire... Après, je réfléchis encore. Je veux dire, les Français sont assez autocentrés, enfin, comme beaucoup de peuples européens. Et je prends souvent cet exemple lorsque vous regardez des bulletins météorologiques à la télévision française. On vous donne le temps en France. C'est-à-dire que derrière les frontières de la France, on n'a aucune idée. Mais quand on est alsacien ou quand on vit dans les Pyrénées, à la rigueur, on est plus intéressé par le temps qu'il fait en Espagne ou en Allemagne qu'en Bretagne. Mais il y a cette vision comme ça, assez datée finalement des frontières aussi. Mais on peut peut-être continuer à réfléchir à la question par la suite. Tout à l'heure sur le livre, mais avant de parler de ça, est-ce que pour vous, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il y a une sorte de réveil national, européen,
qui est en train de se passer avec la crise en Ukraine et en Russie, la guerre actuelle qui continue, qui perdure. Est-ce que Mhm. pour la première fois depuis la Première Guerre mondiale, est-ce qu'il y a véritablement pour vous une conscience collective qui se réveille? Est-ce que ce sont les prémices de quelque chose, d'une Europe nouvelle, d'une Europe qui respire à nouveau ensemble? Je l'espère. On verra combien de temps les sociétés vont se souder derrière l'Ukraine. Ça risque de durer longtemps. Là, pour l'instant, tout le monde a été tellement choqué par l'attaque d'un autre siècle de la Russie sur l'Ukraine qu'il y a eu les sociétés ont fait bloc. En tout cas, ce dont je suis persuadé, c'est que pour la première fois, alors est-ce que c'est depuis la chute du mur ou alors est-ce que ça remonte même à la Deuxième Guerre mondiale, les Européens ont le sentiment d'appartenir à une communauté de destin, en fait. Je pense que du nord au sud, d'est en ouest du continent, on a la sensation en fait qu'il y a une véritable menace existentielle qui s'appelle la Russie de Vladimir Poutine, que c'est un modèle de civilisation qui est attaqué, que les Ukrainiens ont été attaqués parce qu'ils voulaient tourner le dos à la Russie et qu'ils voulaient rejoindre, ou qu'ils faisaient déjà partie de l'Europe. Et donc, il y a cette sensation-là qui est très rare quand même dans l'histoire européenne, plus que par rapport aux attentats du 11 septembre, plus par rapport à la crise évidemment de 2008. Là, il y a cette sensation d'appartenir à une communauté de destin. Après, où ça va nous mener, j'ai envie de croire qu'il va y avoir effectivement un changement d'échelle, une prise de conscience, mais il faut être prudent. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas encore on ne sent pas encore vraiment les répercussions économiques de ce qui est en train de se passer, de ce qui va se passer. Si vous avez un carburant qui est hyper cher, si vous avez les denrées alimentaires de base dont les prix doublent, jusqu'où ira cette solidarité avec l'Ukraine, j'en sais rien. J'espère qu'elle perdurera, mais je ne sais pas. Personne ne le sait d'ailleurs, au fond. Oui, on a aussi l'impression qu'une guerre assez proche de nous, des guerres se passent régulièrement depuis déjà de nombreuses années, et en tout cas, aucune entité collective, que ce soit européenne ou autre, ne s'était manifestée aussi fortement Oui, mais qu'aujourd'hui. parce que quand on a vu ces images, quand on voyait les titres, enfin, la bataille de Kharkov, la bataille de Kiev, ça nous ramenait aux pires années du continent européen, c'est-à-dire les années 40. Voir des batailles de chars en 2022 en Europe, c'est totalement hallucinant. 10 millions de personnes ont dû quitter leurs habitations. Des villes ont été détruites, il y a des centaines et des milliers de morts. Enfin, c'est évidemment totalement hallucinant. Alors évidemment, il y a toujours eu des guerres et on a peut-être fermé les yeux sur certaines ou parce qu'elles sont loin ou parce qu'elles n'évoquent rien pour nous. Mais là, pour le coup, cette guerre, elle touche vraiment à la mémoire sensible du continent. Elle ravive en fait une mémoire et des souvenirs qu'on pensait appartenir véritablement au passé en fait. Donc ça a été un choc énorme. C'est autre chose dans notre imaginaire. Dans la préface, vous faites état du Grand Tour, mais au XVIIIe siècle, justement, à cette époque où les aristocrates traversaient l'Europe. Vous pouvez nous expliquer comment cela se passait, comment vous avez eu accès à cette source également. Alors, j'ai toujours adoré cette expression, le grand tour. J'ai toujours trouvé ça extrêmement chic. En fait, c'était des aristocrates pour la plupart. Il y avait aussi quelques fils de grands bourgeois. En tout cas, c'était des gens bien nés, on va dire, des jeunes gens bien nés, venant d'Europe du Nord et principalement des îles britanniques, qui partaient vers les rivages du sud de l'Europe et notamment vers la Grèce et d'abord vers l'Italie, ensuite vers la Grèce, pour parfaire leurs humanités. Et donc, on les retrouvait d'abord à Venise, à Rome, à Naples, à découvrir les ruines romaines, les ruines grecques, quand ils allaient en Grèce. Et donc, il y a cette idée finalement d'abord de transhumance, de mouvement, et puis de découverte ou de redécouverte du patrimoine de l'héritage européen. Donc ça, c'était un peu l'idée de départ. Je trouvais que ça faisait un joli titre aussi, Le Grand Tour. Et quelque part, ce livre, c'est un grand tour d'abord dans la littérature européenne contemporaine, qui est mal connue partout. La France n'est pas une exception. C'est un grand tour de la littérature, c'est un grand tour de la mémoire. Et c'est un grand tour de l'imaginaire européen contemporain à travers 27 plumes, dont certaines ou beaucoup font partie vraiment des meilleures plumes du continent aujourd'hui.
Alors justement, ces plumes-là, 27 autrices et auteurs totalement différents, aux langues différentes, et il faudra remercier aussi les traducteurs qui ont fait un Absolument. immense travail, aux histoires, aux passés différents. Ils ont tous Mhm. agi sur un moment de leur pays. Mhm. Mais comment vous avez opté pour cette sélection-là et comment, j'imagine que vous les connaissiez tous, que le public français ne les connaissait pas forcément tous, ça c'est une Mhm. évidence. Et Oui. vous faites aussi office de dénicheur ou en tout Mhm. cas de promotion de certains auteurs dont on De connaissait passeur. un J'aime bien son cette idée de passeur. passeur. Exact. J'aime bien cette idée de Exact. passeur. Alors, j'aimerais vous dire que je les connaissais tous au départ, mais ce ne serait pas vrai. Bon, il y en a certains qui étaient des amis avec qui je voulais travailler, comme Élise de Kerangal ou comme Norman Manéal, l'écrivain roumain, qui est un très vieil ami, qui vit à New York aujourd'hui. Il y avait des auteurs avec qui j'avais très envie de travailler, mais que je ne connaissais pas personnellement à l'époque, comme l'allemand Daniel Kehlmann, comme la finlandaise Sophie Oksanen, l'espagnol Fernando Aramburu, le hongrois Laszlo Krasnaorkai. Donc là, c'est vraiment des écrivains européens de très très haut niveau. J'ai eu des recommandations d'amis aussi, des gens qui connaissaient mieux que moi la littérature belge, flamande, par exemple. Et puis, pour des pays dont on connaît vraiment beaucoup moins la littérature contemporaine, comme les pays baltes, comme Chypre, là, ce sont les services culturels des ambassades de France qui m'ont donné un coup de main, qui m'ont donné plusieurs noms. Puis après, j'ai regardé les profils et je me suis renseigné. Je veux dire que les auteurs ont réagi la plupart avec beaucoup d'enthousiasme et qu'en un mois, la liste a été complétée. D'accord, très bien. Et alors justement, sur la façon de travailler, donc ils Mhm. vous ont envoyé leurs textes, est-ce que vous les avez retravaillés? Est-ce que vous avez dialogué avec eux sur la façon, l'angle pris, puisque tout à l'heure vous Mhm. aviez dit qu'il y avait Ouais. carte blanche totale. Mhm. Comment vous avez travaillé ensemble? Ben, j'ai travaillé avec eux comme j'aime bien travailler avec un éditeur, en fait. C'est-à-dire que, en gros, je pense qu'un auteur, il faut laisser un maximum de liberté et lui faire confiance. Et surtout pas l'ennuyer, vérifier ce qu'il bricole. Donc, ils avaient un deadline qui était le 15 septembre. Certains ont voulu me parler de l'endroit, du lieu sur lequel ils allaient écrire. D'autres n'ont pas tenu à le faire. Donc, j'ai laissé travailler. J'étais toujours prêt au dialogue, évidemment, quand certains voulaient discuter avec moi. Il y a certains textes que j'ai dû retravailler, voire beaucoup retravailler. Certains étaient beaucoup trop longs. J'ai eu une contribution de 80 000 signes. Je me rappelle que j'avais demandé 10 à 20 000 signes, donc j'ai passé un week-end entier à réécrire une contribution. D'autres, oui, j'ai retravaillé, ou la langue, j'ai dû raccourcir aussi. Donc là, ça a été un gros travail avec les traducteurs qui transmettaient, en fait, retransmettaient aux auteurs, puisqu'évidemment, il y a un droit moral que je ne peux pas corriger, changer des textes sans les prévenir. Donc ça s'est fait comme ça. Tout ça dans un délai de temps extrêmement court, hein, puisque c'est un projet qui coûte cher. Donc on a reçu de l'aide du CNL, par exemple, du ministère de la Culture, des Affaires étrangères. Et donc le temps de réunir tout ce budget, on était déjà mi-juin. Donc je vous ai dit, ça a pris un mois. Donc j'avais mes 27 auteurs mi-juillet. Ils avaient 2 mois pour écrire. Les traducteurs avaient 3 semaines. Et puis moi, j'avais un gros mois pour éditer l'ensemble. Donc, c'était un peu une opération commando. Donc, ça s'est fait comme ça. Oui, en effet, en effet. Isabelle? Oui, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Olivier, merci beaucoup Bonsoir. pour cette rencontre. Alors, je suis désolée, je fais un retour en arrière par rapport à la conversation que vous avez eue juste avant. Euh, Vous disiez que là, l'Europe se sentait un peu agressée par cette attaque dans ce qu'elle était, et je suis assez d'accord, hein. On se dit, si l'Ukraine est contre, enfin, l'Ukraine voulait venir plus vers l'Europe et du coup, Poutine les a attaqués et du coup, nous, on se sent aussi attaqués dans ce sens-là. Je suis assez d'accord. Par contre, comment expliquer que en fait, ça n'a fait aucun bruit en 2015 quand ça a commencé? 2014 Bonne même. question. En 2014, avec Ouais. la Crimée, Oui. certains en ont parlé, mais je pense que Poutine a voulu tester justement nos réactions à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus réagi à l'intervention en Crimée, à l'occupation de la Crimée? Honnêtement, j'en sais rien. Je ne sais pas, parce que je pense qu'on était occupé par autre chose, parce que ça semblait très loin, parce que ça ne s'est pas fait de la même façon, avec pas des images aussi violentes. Il y a l'impact des images, hein, c'est très très fort.
Parce que je pense que ceux qui connaissent un peu la région se disaient qu'effectivement, la Crimée avait joué un rôle important en Russie, qu'il y avait certaines minorités russes. Dans l'imaginaire russe, il y a plein de nouvelles de Tchekhov qui se passent en Crimée, par exemple. Peut-être, et simplement, probablement, par paresse et par indifférence. La plupart du temps, la réaction du commun des mortels, je dirais. Mais Poutine l'a bien noté. Ouais. Du coup, après, il s'est senti plus. Mais... Parce que moi, ça me surprend en fait, parce que cette agression, elle dure depuis 8 ans. On s'y intéresse maintenant, mais... Non, mais l'agression de l'Ukraine dure depuis 8 ans. Je ne suis pas spécialiste non, moi non plus. Eurasien, mais cette invasion, entre guillemets, elle dure depuis 8 ans. Mais Poutine teste les limites occidentales depuis bien plus longtemps. Il intervient régulièrement dans les élections nationales en Occident. Il finance des partis extrémistes dans toute l'Europe. Il est intervenu en Syrie, il est intervenu en Libye, il est intervenu en Afrique, ce qui n'était jamais arrivé comme ça dans l'ancien espace colonial français dont on parlait tout à l'heure. Donc, ce n'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Et il a changé également le mode d'élection qui lui permettait évidemment de revenir au pouvoir après Medvedev. Vous savez, moi j'ai dirigé un ouvrage qui s'appelle Le siècle des dictateurs, qui était sorti il y a 2-3 ans, et Poutine correspond mot pour mot à la description du dictateur modèle, d'une certaine manière. Et au fur et à mesure, son régime n'a fait que se durcir, et lui-même est devenu de plus en plus dictatorial. Delphine ? Bonjour. Bonjour. Écoutez, moi j'ai trouvé cet ouvrage absolument passionnant et je vous remercie d'avoir été à l'initiative de ce recueil parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, votre préface pose très bien les enjeux, je trouve, parce qu'effectivement, pourquoi on ne se sent pas ou peu européen? Sans doute, comme vous le dites, parce que l'Europe ne s'est construite que sur une dimension administrative, technocratique, sur des organes administratifs, et donc qu'il n'y a pas de cœur sensible finalement et de fondement culturel ou de fondation culturelle. Donc cet ouvrage peut être une première tentative. Alors moi j'avais pas mal de questions, notamment justement je me demandais si vous aviez eu que des retours positifs. Enfin, tous les auteurs que vous avez approchés ont tout de suite spontanément répondu présent, ou est-ce que certains justement vous ont dit que peut-être que c'était pas un projet pour eux, ou ce sont... Enfin voilà. Alors, beaucoup ont répondu et rapidement et positivement. J'ai eu quelques refus. Alors, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas voulu écrire, est-ce qu'ils n'en avaient pas envie, est-ce qu'ils n'avaient pas le temps, est-ce que sais-je, j'en sais rien. Toujours est-il que certains ont dit qu'ils n'étaient pas disponibles. Et j'ai eu un refus d'un auteur français, dont je ne dirais pas le nom, qui est un très bon ami, et qui n'était pas inspiré par le projet. C'est le seul, mais peut-être parce que c'est un ami qui m'a dit non, je ne le sens pas. D'accord. Je ne vous dirai pas qui c'est. Justement, donc vous disiez que vous aviez dû retravailler pas mal, certains textes en tout cas, parce qu'ils étaient trop longs. Est-ce que justement tous vous ont semblé répondre tout à fait à la demande que vous aviez faite? Alors ma question n'est pas innocente parce que moi il y a certains textes qui m'ont surprise, mais j'aimerais avoir votre... Oui, non, il y en a certains qui sont plus proche de ce que j'avais en tête, évidemment. J'ai refusé un texte, d'ailleurs. J'ai refusé le texte de l'écrivaine lettonne, au départ, parce que c'était n'importe quoi, ça ne correspondait absolument pas à ce que j'avais demandé. Ça a été incroyablement désagréable, donc je l'ai littéralement débranché. Et je pense que j'ai bien fait parce que la contribution lettonne dans le bouquin, je la trouve très bonne. Après, il y a certains textes, oui, je me suis posé un peu des questions. Ça me semblait un petit peu loin de ce que j'avais demandé. Mais au fond, en y réfléchissant ou en parlant avec les auteurs, il y avait une forme de cohérence. Mais je suis d'accord avec vous. Tous les textes ne correspondent pas exactement un petit peu au cahier des charges qui n'était pas immense que j'ai demandé aux auteurs. Quels sont les textes qui vous ont semblé un peu éloignés de la chose? Vous avez le droit d'en parler, moi je ne peux pas en parler. Je dois dire que le texte de l'Irlandais m'a un peu surprise parce que
effectivement, on peut se dire que Joyce et que Un Ulysse monument. ils appartiennent, c'est le patrimoine européen, au même titre que Don Quichotte pourrait appartenir au patrimoine européen. Mais je trouve qu'il reste quand même très, très, très irlandais. Et finalement, l'Europe ne m'a pas semblé très présente dans son texte. Alors, je ne sais pas ce que Après, vous en je ne sais pas pensez. ce que, comme Toby me dirait, mais Joyce est éminemment européen, de par son parcours, de par ses influences. C'est un livre qui a été pensé, écrit en partie à Trieste, beaucoup voyagé. Son personnage principal, et il n'y en a pas tant que ça, des Juifs d'Europe centrale à Dublin. Et on peut considérer effectivement que l'Ulysse de Joyce est un monument de la culture européenne. Pas... Voilà, c'est dans ce sens-là que je l'ai pris. Mais voilà, je trouve que d'autres auteurs ont plus. Enfin, moi, j'ai été absolument enthousiasmée par le texte de Larsson. J'ai trouvé que vraiment, il posait très, très bien les problématiques. Et puis, bon, bah, effectivement, lui est vraiment européen, comme il le dit, parce qu'il a vécu dans plusieurs endroits en Europe. Et donc, voilà, j'ai trouvé son texte extrêmement intéressant. Par ailleurs, et après je laisserai la parole à d'autres, j'ai trouvé que les textes les plus intéressants, et moi ceux qui m'ont le plus touché, c'était ceux qui faisaient vraiment part d'une expérience personnelle. Il y en a deux, trois, j'ai trouvé qu'ils étaient trop, ils ressemblaient trop à une notice historique, très impersonnelle et très, voilà, voilà, j'ai moins accroché avec cela. Je trouve que c'est plus intéressant quand c'est plus charnel, Oui, plus... bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, moi, je leur avais dit qu'ils pouvaient écrire des textes de fiction ou de non-fiction. Ils étaient libres. Et je sais pas, par exemple, si on prend le texte lituanien, vous avez c'est peut-être un de ceux auxquels vous pensez. Je trouve que c'est intéressant quand même ce qu'il raconte. Il raconte vraiment l'histoire de la Lituanie, trois villes qu'on connaît très mal en France. Alors oui, c'est beaucoup plus impersonnel et c'est un peu une forme de récit historique quelque part. C'est un essai historique. Mais le fait qu'il y ait des textes comme ça, quelque part, je trouve enrichit encore l'ouvrage. Parce qu'il y a vraiment de tout, au fond. Bon, je défends mes auteurs. Je ne peux pas être d'accord avec vous sur tout, Delphine, je suis désolé. Mais au fond, est-ce que justement, lorsque les auteurs ne parlent pas forcément d'Europe, est-ce que ce n'est pas une sorte de protectionnisme en disant notre pays est oublié? Est-ce que ce n'est pas aussi ça peut-être Non, je crois pas. l'inconscient? Je crois pas, je crois pas, je crois pas. Je crois que on peut se sentir européen pour des tas de raisons qui peuvent être vraiment micro comme macro. Larsson, ce qu'il nous raconte, donc le contributeur suédois, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, la première partie de son texte, c'est qu'il cherche un lieu qui évoquerait l'Europe en Suède, chez lui, mais il n'en trouve pas. Texte Donc, qui commence, pardon, le texte qui commence par justement l'histoire de ces les trois trois frontières. pays. Voilà. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis après, il trouve rien. Et puis après, il nous parle de lui, quelque part, une espèce de petit monument de l'Europe. Et effectivement, ça fonctionne très bien. C'est un texte très personnel. Donc, il y a. Non, je pense pas. Je pense qu'un auteur qui aurait des vues un peu chauvines, un peu protectionnistes, n'aurait pas accepté la chose. Et surtout, moi, ce que je leur ai demandé, je n'aurais pas demandé leur avis sur la construction européenne ou sur l'Union européenne. Moi, ce que je voulais, c'était donner de la chair, c'était d'avoir des récits, des histoires, des trajectoires, des destins qui racontent des histoires européennes. Parce que le problème de l'Union européenne, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de narratif européen derrière. Mais je ne veux pas non plus trop accabler l'Union européenne ou les institutions, il y a plein de choses à dire, mais souvent on prête cette phrase à Jean Monnet comme quoi il aurait fallu commencer par la culture. Mais c'était impossible. Quand on commence l'aventure européenne, l'intégration européenne au début des années 50, la culture, la civilisation européenne ont abouti quelques années plus tôt à Auschwitz. Donc parler de culture, de civilisation européenne dans les années 50, c'était totalement indécent, ça n'avait aucun sens en fait. Donc l'approche modeste du début, la mise en production des métaux, des économies était à mon avis bonne.
Après, à mon avis, là où on a loupé le coche, probablement, c'est au moment de la chute du mur de Berlin, dans les années 90, quand on préparait l'intégration des pays d'Europe centrale et orientale. C'est là qu'il aurait fallu ajouter un pilier culturel. Il ne pouvait pas y avoir que des critères économiques ou administratifs ou politiques. C'était important, mais ce n'était pas suffisant. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe en 89, au début des années 90? C'est un triomphe pour la culture européenne, pour la civilisation européenne. Quand Kundera écrit dans les années 80 l'Occident kidnappé, lorsqu'il réclame, lorsqu'il demande aux Européens de l'Ouest d'ouvrir leurs yeux en disant « mais ne nous oubliez pas, nous sommes des Européens comme vous. Prague est une ville européenne au même titre que Paris, Varsovie est une ville européenne au même titre que Munich, Budapest est une grande ville européenne comme Rome. » Donc, quelque part, il y a cette volonté absolument de s'ancrer à cette culture européenne, de retrouver la culture européenne. Et le fait qu'on n'y ait pas pensé à ce moment-là a probablement largement entaché l'intégration de ces pays-là. Le fait aussi qu'on ne reconnaisse pas les souffrances incroyables endurées pendant 45 ans sous un régime russo-communiste. Et là, avec la guerre en Ukraine, on comprend ce qu'a été l'occupation de ces pays. Quand les soviétiques entrent à Prague en 68, à Budapest en 56, lorsqu'ils imposent la loi martiale en Pologne en 81, c'est une souffrance incroyable. Le communisme, quelque part, c'était un déguisement, c'était un faux nez. Au fond, c'était de l'impérialisme russe. Et le fait qu'on n'ait pas reconnu ces souffrances pour ce qu'elles ont été, a aussi entaché. Mais ça aurait pu passer avec une culture européenne commune. Justement, par rapport à cela, par rapport à cette culture européenne que nous n'avons pas développée, et Non, mais j'imagine que qui là, existe, qui se développe toute seule, mais qui n'a pas été intégrée en fait à l'appareil européen. La culture européenne, elle est partout. L'héritage européen, il est partout. Vous baladez en France, dans n'importe quel pays européen, vous comprenez quel est notre héritage, quelle est notre histoire. La civilisation gréco-romaine, judéo-gréco-romaine, le christianisme, la Renaissance, les Lumières, le baroque, enfin, il suffit d'ouvrir les yeux, elle est là. L'histoire de l'art, elle est européenne. L'histoire des guerres, elle est européenne aussi. La littérature européenne, elle est dans toutes les librairies, la musique est européenne. Donc ce patrimoine existe, mais simplement, l'Union européenne, en tout cas les institutions, n'ont pas voulu s'en saisir, n'ont pas voulu en faire un pilier très fort. Et ça, c'est très dommage. Mais je pense que ça va changer. de ne pas être simplement une zone de libre-échange ou une zone économique comme serait l'ALENA ou le Mercosur. L'idée, ce serait que la culture collective s'imprègne de l'Europe avec ce ciment-là entre les peuples. Bien sûr, mais l'ALENA ou le Mercosur, comme vous dites, culturellement, sont beaucoup plus forts que l'Union européenne. Parce que c'est des ensembles plus petits, parce qu'entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, si on prend le cas de l'ALENA, sont beaucoup plus intégrés culturellement que nous. Il y a beaucoup plus d'échanges. Mais vous savez, l'Europe, pendant très longtemps, bien avant la construction européenne, la culture européenne, elle circulait via deux groupes de passeurs. C'était les Juifs et les Allemands. Les Juifs et les Allemands, vous les retrouviez sur à peu près tout le continent. Et c'est eux qui, justement, parlaient plusieurs langues, qui avaient des contacts à droite et à gauche. Le problème, c'est que les premiers ont été exterminés, souvent par les seconds, et que les seconds ont été déplacés et rassemblés dans un État-nation. C'est-à-dire qu'au moment où se créent les communautés européennes, les passeurs ont disparu. Et ce livre, modestement, c'est aussi l'idée de créer une nouvelle communauté de passeurs, justement, entre les frontières, des gens qui circulent et qui sont porteurs de cette culture qui, encore une fois, existe, mais qui n'a pas été saisie par les dirigeants européens, par les institutions. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des auteurs qui ont déjà lu les textes des autres? Est-ce que vous avez eu des retours entre les auteurs? Est-ce qu'il y a eu des échanges entre eux? Alors, pas si simple. D'abord, donc on avait une cérémonie d'ouverture il y a 4 semaines exactement à Paris, la cérémonie d'ouverture, une espèce de grand vernissage, de lancement à l'hôtel de la Marine. Et les auteurs, moi-même, je les ai rencontrés pour certains pour la première fois physiquement. On était là une quinzaine. Ceux qui ont lu ceux qui peuvent lire le français l'ont lu, les autres, non, c'est compliqué. Pour l'instant, il n'y a pas de traduction encore. En tout cas, chacun a découvert très récemment les contributions des autres s'ils peuvent la lire. Mais il y a eu des échanges. Moi, je les ai vus, j'étais un peu accaparé, monopolisé, je n'ai pas vraiment eu le temps d'échanger. Mais il y a eu des échanges à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis 15 jours, moi, j'ai commencé mon propre grand tour pour le livre.
Et la semaine dernière, j'étais à Kiel, dans le nord de l'Allemagne, j'étais à Copenhague, à Berlin. On a présenté le livre au chancelier allemand, le chancelier Scholz. Mercredi, à l'ambassade de France, au Palais Farnèse à Rome. Et à chaque fois, il y a des auteurs, il y a des contributeurs. Ils sont tous différents. Et donc là, se noue un dialogue entre eux et moi. Certains, quelquefois, on est trois. Et donc, c'est assez fascinant parce que les perspectives, évidemment, sont très différentes. Et au-delà de leurs textes, ils apportent leur culture, leur bagage, leur vue sur toutes ces questions. Donc, c'est très intéressant comme entreprise. J'imagine. Et il pourrait y avoir peut-être quelque chose qui démarrerait dans ce sens-là, peut-être pour plus tard, d'autres contributions, d'autres romans, d'autres livres, peut-être qui nourraient peut-être les peuples ainsi. Est-ce que c'est le début peut-être d'une œuvre collective? J'aimerais bien y croire, mais restons un peu modestes. Mais je pense que ce grand tour peut être l'embryon d'une communauté d'écrivains européens, oui, bien sûr. Mais il y a des choses qui se préparent. Je ne peux pas encore en parler, mais il y aura peut-être la concrétisation, justement une concrétisation physique de la chose dans les années qui viennent. Très bien. Ça Delphine? prend beaucoup de temps, tout ça. Ça prend beaucoup de temps. Et moi, j'aimerais bien écrire mon prochain roman et je ne sais pas comment. Et oui, parce que Non, je me promène, mais oui, c'est une activité quasiment à plein temps, en fait. Delphine. Oui, justement, je voulais savoir s'il était d'ores et déjà prévu des traductions de ce livre dans certains pays européens, ou peut-être Alors, américains d'ailleurs. ça intéresse beaucoup de monde, mais c'est un livre qui est compliqué à traduire Et parce oui, que vous avez 27 ou 28 contrats, que tout le monde n'a pas cédé les mêmes droits à grasser, donc il y a plusieurs guichets. Ensuite, comme je vous le disais, les textes en langue originale n'existent pas toujours. Et normalement, on ne traduit pas via une troisième langue, mais on traduit directement de la langue. Donc, pour toutes ces raisons, pour l'instant, il n'y a pas de traduction. Mais le livre a eu un très bon accueil à l'étranger, intéresse des éditeurs étrangers, mais il y a ces obstacles. À mon avis, ils vont sauter. Mais ça, je ne peux pas m'engager encore. et juste une petite question subsidiaire. Larsson a écrit son texte directement en français? Oui, comme la Slovène. Ah, j'ai pas fait attention. Oui. Oui, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de nom de traducteur. Du Non, coup. non, non, tout à Ah, fait. donc, il y en a deux qui ont écrit. Oui, les francophones. Original, je pense à Agatha Tountinska Oui. notamment. Donc il y a quand même un panel aussi d'auteurs qui sont francophones et parlent français et qui peuvent aussi vous accompagner sur des rencontres notamment. Et ça peut être intéressant pour le public français. Oui, bien sûr. Alors, j'ai pas fait il n'y a pas beaucoup de rencontres encore prévues en France. J'ai fait beaucoup de rencontres à l'étranger et les langues tournent en fait. J'ai la chance d'en parler plusieurs et donc ça fait aussi partie du jeu quelque part. Le changement des langues, ça accompagne le changement des perspectives. Mais oui, heureusement, un certain nombre d'auteurs parlent français, qui jusqu'il n'y a pas longtemps était quand même une grande langue de culture européenne. Les élites européennes parlaient le français, les artistes européens parlaient le français. Ça, heureusement, ça perdure chez certains encore. Il y a deux ombres dont vous avez peut-être parlé tout à l'heure. Il me semble que vous avez parlé de Milan Kundera, qui est un peu le parrain du Grand Tour, lui qui Oui, parlait de maximum. j'aurais bien aimé qu'il écrive une postface, mais Ah oui. injoignable, Milan Kundera, depuis longtemps. Et il y a Milan Kundera et Imre Kertész, Mhm. dont vous avez une petite anecdote que vous glissez en préface. Vous avez vu l'Europe à travers ses yeux et j'aimerais que vous en parliez. Oui, alors anecdote, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais quand je vivais à Berlin, ma compagne de l'époque était à moitié hongroise et donc ils se fréquentaient dans ces cercles hongrois de Berlin. Kertész vivait là-bas, adorait Berlin, adorait la langue allemande. Il avait été traducteur de l'allemand au hongrois. Et donc on les fréquentait, lui et sa femme, de temps en temps. Et puis un jour, ma compagne était invitée à son anniversaire, je l'ai accompagnée. Et on était très entourés. Puis à un moment, nos regards se sont croisés. Et ce que j'écris dans la préface, c'est que je n'oublierai jamais le regard de Kertész, qui pour moi symbolisait l'esprit européen du XXe siècle. À la fois, c'était un regard très bleu, d'une candeur, d'une gentillesse incroyable, vraiment celle d'un enfant. Et puis tout d'un coup, son regard s'est voilé. Et c'était le regard de la bête traquée qui avait connu Auschwitz adolescent, qui avait connu un peu plus tard le stalinisme, le communisme en Hongrie. Et pour moi, c'est deux regards, à la fois celui de l'enfant et celui
celui de l'animal traqué symbolisait effectivement l'esprit européen au XXe siècle. Je comprends. L'ouvrage se compose de 7 chapitres, qu'on parte des errances, des villégiatures aux fantômes, de la chair, vous parliez tout à l'heure de la chair aux blessures, des cicatrices à la nostalgie. Est-ce que l'ensemble de ces thématiques forme pour vous une sorte de 7 branches de la définition européenne au XXIe siècle? Alors, je crois que le livre reflète bien ce qu'était l'état d'esprit des Européens, l'état d'esprit de ces écrivains européens avant le 24 février 2022. Je pense qu'en fait, il raconte la fin d'une période qui s'est close ce jour-là, une période qui s'est ouverte le 9 novembre 89 et qui a perdu de sa superbe au fil des années, mais comme tout le monde et comme nous tous, qui raconte un certain épuisement, une fatigue, des traumatismes, des fantômes, les immenses souffrances de l'Europe au XXe siècle. Et bien que les auteurs soient et de régions différentes et d'âge, de générations très différentes, au fond, c'est quand même quelque chose de très fort. Tous ces chapitres qui s'appellent souffrance, fantômes, cicatrices, blessures, au fond, c'est le même. Au fond, c'est le même. C'est la mémoire des traumatismes du XXe siècle. C'est évidemment la Shoah et le vide béant laissé en Europe. C'est évidemment les crimes du communisme et l'absurde érigé en système. C'est le fascisme italien, c'est l'esclavage, ça remonte à plus loin chez les Portugais. C'est aussi l'invasion de Chypre par les Turcs en 1974. Donc ce sont les traumas européens. Et puis par ailleurs, beaucoup d'auteurs revisitent les lieux communs européens, la Grande Place, le site archéologique, la station balnéaire, la station thermale, les cafés, les musées, etc. Mais donc ça raconte une période qui s'est close il y a 5 semaines aujourd'hui. Donc pas au XXIe siècle, du début du XXIe siècle. Ça c'est sûr pour le coup. Avec cette transition avec le XXe siècle, bien évidemment. Un auteur d'Europe centrale, même s'il a mon âge, une bonne quarantaine d'années, a vécu dans sa chair le totalitarisme. C'est une expérience très différente de nous. Nous, on n'a qu'un rapport historique, au fond, à ça. Eux j'étais avec le Slovaque en Allemagne la semaine dernière, à Kiel. Il a 45 ans, il l'a vécu. Sa jeunesse, il l'a vécu. Mon éditrice allemande, qui a 40 ans, qui avait 10 ans, 40 ans et les poussières, qui avait 10 ans à la chute du mur, elle me racontait lundi qu'elle avait l'obligation d'appartenir aux jeunesses socialistes est-allemandes. Donc c'est une toute autre perspective que nous n'avons pas. Mais au fond, ça raconte encore, il y a ce lien très fort avec le XXe siècle. Là, je pense qu'on a basculé dans autre chose. Alors, vous n'avez pas confié, vous ne vous êtes pas confié le texte français, vous l'avez confié à Maëlys de Kerangal, mais si vous aviez dû le faire, si vous aviez dû l'écrire, sur quoi auriez-vous écrit? Probablement, on m'a déjà posé une fois cette question, j'aurais probablement écrit sur le pont du Rhin, entre Strasbourg et Kiel, entre la France et l'Allemagne. Et l'idée du fleuve. Quand vous voyagez en Europe, ce qui est très frappant, en fait, c'est que vous comprenez que l'Europe, elle s'est faite par les fleuves. Vous avez tous ces fleuves, notamment en Allemagne, en Hollande, en Belgique aussi, avec la Meuse, évidemment, le Danube, la France, avec ses grands fleuves. Vous avez des fleuves partout. Et en fait, l'Europe s'est faite par les fleuves. Et donc, probablement que j'aurais écrit sur le pont du Rhin et sur le Rhin. D'accord. Ce sera pour le tome 2. Très bien, parce qu'on aime beaucoup aussi Olivier Guèze, romancier. Donc, on en profite. J'espère revenir un jour comme romancier prochainement. On l'espère. Alors, une dernière question de Delphine et on passera à l'extrait ensuite, Olivier, si vous le souhaitez. Delphine? C'était juste une remarque par rapport à ce qu'on disait précédemment, c'est que c'est vrai que ce qui est assez frappant quand on lit ce livre, c'est que finalement, on perçoit combien l'histoire de l'Europe est écrite sur des fractures, des douleurs, des drames, parce que évidemment, les deux guerres sont très présentes. Lydia Georges aussi évoque le commerce des esclaves. Et finalement, on se dit, mais on se rend compte en le lisant que l'Europe, oui, l'histoire de l'Europe, en tout cas celle dont on se souvient, celle qui marque les esprits, elle est quand même construite là-dessus.
Et du coup, bah oui, c'est peut-être aussi ce qui rend difficile de trouver un espace commun, un espace plus fraternel, parce qu'il faut arriver à surmonter ces traumatismes. Enfin, moi, ça m'a frappé en tout cas en le disant. Non, mais il y a, C'est pas le traité de Maastricht qui est venu. mais il y a plein de choses positives dans Non, mais notre il y a aussi histoire. des choses positives. Il y a aussi, justement, il y a des auteurs comme l'espagnol qui parlent du pain ou des choses comme ça. C'est intéressant, mais finalement, c'est assez minoritaire. On est plus sur là-dessus que sur le partage d'expériences picturales, par exemple. Vous avez les Comme deux textes sur rappelle les colonies d'artistes, du hollandais et du danois, par exemple. ouais. Mais oui, oui, bien sûr, la prégnance du Minoritaire. XXe siècle est très, très forte encore dans ce texte. Alors qu'on a aussi un patrimoine positif. Mais oui, L'histoire de l'art européenne, elle est là, la musique européenne est là, la littérature européenne est là. Euh, la volonté, c'est cette recherche incessante chez les Européens pendant très longtemps, d'explorer, de découvrir, ça c'est quelque chose de formidable. Au fond, moi j'aime bien cette idée de l'Europe culture de la transgression. Transgression dans le sens où les Européens n'ont jamais cessé de remettre en cause et de changer les dogmes. Vous êtes passé du paganisme au christianisme, du catholicisme au protestantisme, du christianisme à la Renaissance et surtout aux Lumières. Vous avez la transgression en littérature avec l'invention de l'ironie chez Rabelais et chez Cervantes. Vous avez aussi des transgressions négatives, hein, ou en tout cas très discutables, comme la transgression de la nature avec les révolutions industrielles. Vous avez la transgression des cultures des autres. Mais c'est ça qui a défini l'Europe pendant très très longtemps. Et au fond, ça serait une histoire formidable à raconter et à transmettre aux enfants très jeunes, en tout cas commencer très jeunes. Alors, on va faire une petite photo de groupe et on va passer à l'extrait, justement, Olivier, juste après que nous avez. Comment fait-on une photo de groupe sur Zoom? Je la fais, ne vous inquiétez pas. C'est bon. 3, 2, 1. C'est bon. Parfait. Elle est faite. Olivier, c'est à vous pour l'extrait que vous nous avez préparé. Donc, c'est tout simplement le début du début, les premières pages de ma préface. C'est absurde, presque suicidaire. Depuis les années 50, nous bâtissons un édifice monumental en oubliant de consolider les fondations. Nous construisons tour après tour sans connecter leurs habitants. Nous nous privons du ciment, des liens de connivence qui nous permettraient de vivre et de rêver ensemble la culture. Et nous ne nous donnons pas les moyens de nous identifier à l'aventure exaltante qu'est l'intégration européenne. On dirait qu'on fait exprès de nous tenir en lisière. Les quartiers des institutions européennes à Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg sont lisses, fonctionnels, sinistres. Personne ne s'y promènerait un dimanche. Rue de la Loi à Bruxelles, une sculpture a été édifiée, l'homme qui marche. De son piédestal, un somnambule fait un pas dans le vide. La symbolique est galvanisante. Et nos billets de banque. Au lieu d'y apposer les visages de Dante, Goethe, Mozart ou Victor Hugo, d'y graver des paysages de Toscane, de Bavière ou un temple grec, on y a fait figurer des ponts et des arcs factices, dessinés sur ordinateur. Avons-nous peur de nous-mêmes, de notre histoire, de notre identité? Ou sommes-nous trop paresseux pour les définir et les assumer? Un Chinois en goguette sur le continent y parviendrait pourtant. Même un Américain du Midwest réussirait à identifier les grandes lignes de l'héritage européen. Si nos touristes musardaient dans le sud de l'Europe, ils constateraient l'empreinte gréco-romaine ou musulmane s'ils s'aventuraient dans les Balkans et en Andalousie. Du nord au sud, d'est en ouest, ils admireraient des églises et des monastères, des cathédrales, des presbytères. L'Europe fut chrétienne. En l'an 1000, tous les monarques européens s'étaient convertis au christianisme, sauf les souverains lituaniens. Un guide leur expliquerait que l'Europe fut la terre d'élection des Juifs jusqu'au grand massacre du XXe siècle, et qu'elle a été modelée par des idées supranationales. Il leur parlerait de la Renaissance et de l'humanisme, de la Réforme, du baroque, des Lumières, des luttes entre les pouvoirs spirituels et temporels, du romantisme et du libéralisme, du lent combat pour l'émancipation féminine, de la modernité et des versants noirs de notre longue histoire, les guerres fratricides, les assassinats de masse. L'Europe, château de barbe bleue, hanté par ses crimes fascistes, communistes et impérialistes. De tout cela, il n'est pas question dans le préambule du traité constitutionnel qui régit nos vies depuis une quinzaine d'années. Les chefs d'État se sont chamaillés pendant des mois pour aboutir à un lâche compromis. Nul héritage ne sera mentionné, comme si les Européens venaient d'une planète inconnue.
comme si nous étions des hommes sans passé, comme si nommer les fragments de notre identité mosaïque était une offense aux populations récemment immigrées, aux autres civilisations et aux autres continents. C'est dangereux. On laisse aux droites extrêmes le loisir de cantonner notre identité depuis des décennies. C'est un terrible gâchis. L'aventure européenne ne peut se borner à un projet algorithmique de prolifération piloté par une technocratie contrôlée par une superstructure intergouvernementale et parlementaire. Attractivité, rigueur, compétitivité, soit nous ne vivons pas d'amour et d'eau fraîche. Mais nous ne sommes pas un continent de robots ni de boutiquiers. Nous voulons vibrer. Au projet européen, il faut un supplément d'âme, des couleurs et de la chair, des aspérités. Adjoindre aux assises économiques et politiques un pilier culturel pour former une société civile européenne, au-delà des cloisonnements nationaux et enfanter une identité collective et une Europe des arts et des sciences. C'est déjà ce que Stefan Zweig appelait de ses voeux dans les années 30. La circulation et la traduction des œuvres, les aides au financement, les programmes d'échange universitaires ne sont pas suffisants. Sans culture commune et sans la transmission de cette culture dès l'école, l'édifice européen ne progressera plus et il finira par s'écrouler. Voilà. Merci Olivier, merci infiniment. Merci infiniment pour votre temps. Je sais que votre emploi du temps est très chargé. Alors merci de nous avoir consacré cette rencontre. Et lisez Le Grand Tour qui est sorti donc il y a quelques semaines chez Grasset, ouvrage collectif, sous la direction d'Olivier Guèze. Merci beaucoup Olivier. Merci infiniment, merci à vous tous. Bonne soirée. Au revoir à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Bye. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.